Je m'appelle Emily Parker. Cela fait 2 ans que j'ai emménagé dans cette ville. À la suite de la mutation professionnelle de mon mari, nous avons quitté la ville de Columbus, dans l'Ohio, pour nous installer dans ce quartier tranquille de la banlieue. Les rues bordées de maisons blanches clôturées sont presque parfaites. J'en suis à ma 7e année en tant que bibliothécaire, et je m'occupe principalement du programme populaire de l'heure du conte pour les enfants. Bien que je sois d'un naturel réservé et amoureux des livres, ma voix s'anime naturellement lorsque je suis avec les enfants. Je garde mes longs cheveux bruns attachés et je veille toujours à m'habiller de manière professionnelle. La bibliothèque publique de Bexley, située dans un bâtiment historique en briques, est devenue comme une seconde maison pour moi. Mon mari, David, est directeur d'agence à la First Community Bank. Connu pour sa compétence, c'est un homme mince qui porte des lunettes. Nous sommes dans notre 5e année de mariage et n'avons pas encore d'enfants. Il est la quintessence de la réussite professionnelle dans cette ville, faisant la navette dans son SUV noir après son café quotidien au drive-in. Ma belle-mère Margaret est une figure centrale de la scène sociale locale. Elle est membre senior de l'église méthodiste Grace et ancienne présidente de l'association des parents d'élèves. Dans cette église aux murs blancs et aux magnifiques vitraux, ses paroles ont un poids absolu. Depuis qu'elle a perdu son mari il y a 3 ans, elle est de plus en plus attachée à son fils, David. Avec ses cheveux blonds teints et ses vêtements de marque, elle organise de grandes fêtes chaque 15 août pour son anniversaire. Bien qu'elle soit connue publiquement comme une philanthrope, elle adopte souvent une attitude autoritaire avec les membres de sa famille. Puis il y a ma mère, Jane. Elle a gagné la confiance des élèves et des parents au cours de ses 30 années de carrière en tant qu'enseignante dans une école primaire locale. Elle vit seule depuis le décès de mon père il y a 5 ans. Ma mère, douce et réservée, est hospitalisée depuis 3 mois à l'hôpital Mount Carmeliste pour une pneumonie sévère. Il s'agit d'un hôpital général chrétien, et chaque jour, je prie pour son rétablissement en regardant la croix de l'église visible depuis la fenêtre de sa chambre d'hôpital. Sa meilleure amie et ancienne collègue, Mary Thompson, lui rend visite presque chaque semaine. Sarah Chen, son infirmière de nuit, parle gentiment à ma mère lors de ses rondes nocturnes et se préoccupe de ma fatigue. Je rencontre parfois le révérend Michael Brown, de l'église méthodiste Grace. Dans la chapelle de l'hôpital. Nous sommes à la Miaou. L'air humide de l'été enveloppe cette ville conservatrice. Dans cette ville où les activités ecclésiastiques et les œuvres caritatives sont florissantes, je suis maintenant confrontée au choix le plus difficile de ma vie. Alors que l'état de santé de ma mère devient critique, la fête d'anniversaire de ma belle-mère se profile à l'horizon dans 2 jours. Cet événement, qui devrait accueillir plus de 100 invités comme d'habitude, est censé être le plus grand événement social de la communauté locale. Ce devait être une réunion glamour des personnalités influentes de la ville, dont Linda Davis, la présidente de l'association locale des femmes. Je me sentais déchirée entre les soins à donner à ma mère et la préparation de l'anniversaire de ma belle-mère. Le gâteau élaboré commandé spécialement chez Cheryl's Cookies, le traiteur haut de gamme de Cameron Mitchell. La confirmation de ces derniers préparatifs m'ont fait perdre un temps précieux, celui de tenir la main de ma mère dans sa chambre d'hôpital. Où en sont les préparatifs? Avez-vous vérifié toutes les réponses aux questions des invités? As-tu confirmé les derniers détails avec le traiteur? Je soupire doucement en entendant la voix de ma belle-mère au téléphone. Le ciel crépusculaire visible depuis la fenêtre de la chambre d'hôpital est inquiétant. Le son rythmé du respirateur de ma mère et la sonnerie de mon smartphone resserrent leur emprise sur mon cœur. Comment échapper à cette situation impossible? Et puis le jour fatidique est arrivé. Entre minuit et l'aube, l'état de ma mère s'est rapidement détérioré. Dans la chambre stérile de l'unité de soins intensifs, entourée de murs d'un blanc immaculé, je lui tenais continuellement la main. Les bruits du respirateur et les ondes du moniteur cardiaque semblent à peine maintenir ma mère en vie. Sarah est venue nous voir à plusieurs reprises, mais son expression s'est assombrie à chaque visite. À 5 heures du matin, le téléphone du poste d'infirmière a sonné. Lorsque le son a résonné dans le couloir, je me suis instinctivement levée. J'ai couru sur le sol en linoléum blanc,
mes pas semblant anormalement bruyants. À eu bout du couloir faiblement éclairé, Sarah m'attendait. Dès que j'ai vu son expression, quelque chose s'est figé en moi. La voix d'Émilie Sarah mêlait douceur et tristesse. Ma mère était déjà décédée. Elle reposait tranquillement dans la chambre blanche, comme si elle dormait simplement. Mais lorsque j'ai pris sa main, sa froideur m'a transpercé le cœur. Elle a appelé Émilie à la fin. Et elle a dit « Merci ». Les mots de Sarah ont résonné dans la pièce silencieuse. Tenant toujours la main de ma mère, je n'ai pas pu retenir mes larmes. De l'autre côté de la fenêtre, l'aube commençait à colorer le ciel. À eu loin, la sirène d'une ambulance résonnait sur le parking de l'hôpital, sous une lumière tamisée. À 6h30, j'ai essayé d'accepter la réalité en prenant un café à la cafétéria de l'hôpital. Malgré l'heure matinale, plusieurs membres du personnel médical étaient déjà en train de prendre leur petit déjeuner. Leurs blouses blanches brillaient sous les lumières fluorescentes. À 7h du matin, dans la salle d'attente de l'hôpital. Alors que je m'apprêtais à contacter les pompes funèbres, mon smartphone a sonné. Ma main a tremblé en voyant le nom de ma belle-mère s'afficher à l'écran. Un sentiment d'inquiétude m'envahit à ce moment-là. Émilie ? Où en sont les préparatifs de ma fête d'anniversaire aujourd'hui ? As-tu confirmé les derniers détails avec le traiteur ? Ma gorge se serra à cette question soudaine. Il fallait que je lui parle de la mort de ma mère. Mais les mots ne sortaient pas. Eh bien, ma mère est décédée ce matin. Quelques secondes de silence. Pendant ce temps, les battements de mon cœur tonnaient à mes oreilles. Je vois. Je lui présenterai mes condoléances plus tard. Pour l'instant, ce qui compte, c'est ma fête d'anniversaire. Tu n'as même pas vérifié toutes les réponses, n'est-ce pas ? Quelque chose en moi s'est effondré à la voix froide de ma belle-mère. J'ai saisi le téléphone avec incrédulité. Mais je dois organiser les funérailles. L'enterrement de ta mère ? Cela peut attendre. Ma fête d'anniversaire est prioritaire. Plus de 100 invités vont venir. J'ai tout organisé, le gâteau de Cheryl's Cookies. Le traiteur de Cameron Mitchell. L'enterrement de ta mère peut être reporté. Les mots de ma belle-mère dans le combiné m'ont transpercé le cœur comme des lames de glace. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. J'ai désespérément réprimé un cri qui montait dans ma gorge. Avant de pouvoir essuyer mes larmes, j'ai entendu les pas de David dans le couloir. Le bruit de chaussures en cuir s'approchait. Mon mari est apparu, smartphone à la main, l'air pimpant. Sarah faisait semblant d'organiser des documents à une courte distance, observant secrètement la scène. Je l'ai aperçu, son smartphone à la main. Et ma mère m'a dit. Tu vas certainement participer à la fête d'anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas ? Mes espoirs ont été complètement anéantis par la voix froide de mon mari. Il n'y avait plus aucune trace de sa douceur habituelle. David, ma mère vient de mourir ? La mère que tu as rencontrée plusieurs fois. Ma voix tremble. David a ajusté ses lunettes et a parlé d'un ton professionnel. Maman a raison. Ne gâche pas un événement familial. Un enterrement peut être reporté. L'anniversaire de maman n'est qu'aujourd'hui. Plus d'une centaine d'invités se réuniront à l'église méthodiste Grèce. Alors que je saisissais mon smartphone en tremblant et que je fixais mon mari, la caméra du téléphone de Sarah enregistrait silencieusement ce moment sans cœur. Son sens de la justice lui permettait de s'assurer que ce moment resterait à jamais gravé dans les mémoires. À 8h du matin, dans la chapelle de l'hôpital. Les rayons du soleil matinal qui traversent les vitraux illuminent doucement l'espace silencieux. À eu son de la faible musique d'orgue d'Amazing Grace, j'ai prié seul. Les larmes ne s'arrêtaient pas tandis que je priais pour que l'âme de ma mère repose en paix. C'est alors que Marie, la meilleure amie de ma mère, s'est précipitée à l'intérieur. Ses pas ont brisé le silence de la chapelle. Je me suis levée, essuyant mes larmes. Les yeux de Marie mêlaient colère et tristesse, le chagrin d'avoir perdu son amie de 30 ans et la colère face à la cruauté avec laquelle on traite les personnes en deuil. Une telle cruauté. Je le dirai à tout le monde.
Tout le monde dans cette ville respectait Jane. Personne ne pardonnera les actes de votre belle-mère. Alors que les hymnes se font discrets, je prends ma décision. La lumière du matin qui pénétrait dans la chapelle semblait illuminer ma détermination. Le sens de la justice et de la compassion que ma mère m'a enseigné palpitait fortement en moi. Je vous remercie. J'y vais à l'enterrement de ma mère. À ce moment-là, mon cœur était clair. Les cloches de l'église sonnaient au loin, annonçant le début d'une nouvelle journée. Derrière les vitraux brillants comme de la nacre, j'avais l'impression que ma mère veillait sur moi. Ce matin-là, à 9 heures, Sarah ouvre son compte Facebook. Ses mains tremblent légèrement. En tant qu'infirmière, la protection de la vie privée des patients est un devoir absolu. Cependant, elle ne pouvait pas ignorer ce traitement cruel. Prenant une profonde inspiration, elle a appuyé sur le bouton poster. Ce matin, j'ai été témoin de quelque chose à l'hôpital où je travaille. Une enseignante bien-aimée qui avait passé 30 ans à s'occuper des enfants de cette ville est décédée. Ensuite, le message a inclus la conversation téléphonique avec ma belle-mère et la confrontation avec mon mari. L'audio et la vidéo étaient clairs et transmettaient avec force la cruauté du moment. À eu cours de la première heure, le message s'est répandu discrètement au sein des groupes communautaires locaux. Puis, progressivement, les commentaires ont débordé de colère et de tristesse. La réaction des femmes a été particulièrement intense. Les parents des anciens élèves de Jane, les anciens membres de l'association des parents d'élèves, les membres du groupe des femmes de l'église ont tous partagé le message sur leur smartphone les uns après les autres. Les souvenirs ont été postés les uns après les autres. Le nombre de personnes influencées par les 30 années d'enseignement de ma mère était incommensurable. Et maintenant, tous ces gens avaient les yeux rivés sur l'écran de leur smartphone. À midi, le message avait été partagé plus de 2000 fois. Le site d'information en ligne local, Columbus Dispatch, a commencé à couvrir l'histoire. Un article intitulé « Incroyable incident le matin de la mort de l'enseignante bien-aimée » s'est répandu instantanément. Les anciens élèves de ma mère ont commencé à publier des photos souvenirs sur leur page Facebook. Les mots accompagnant chaque photo racontaient l'histoire de la vie de ma mère. Une déclaration du révérend Michael Brown a été publiée sur la page Facebook officielle de l'Église méthodiste Grèce. Notre Église a toujours valorisé l'amour et la miséricorde, conformément aux enseignements du Christ. Cet incident contredit gravement cet esprit. En tant qu'Église, nous ne pouvons pas approuver l'organisation de la fête d'anniversaire d'aujourd'hui. Immédiatement après cette publication, Linda Davis, présidente de l'Association des femmes, a également publié une déclaration. Nous ne pouvons absolument pas tolérer un tel comportement antichrétien. La salle de l'église qui devait accueillir la fête. Des décorations élaborées avaient été mises en place et un gros gâteau d'anniversaire avait été apporté. Cependant, le nombre d'invités n'a pas atteint la moitié de ce qu'il était les années précédentes. Le traiteur haut de gamme de Cameron Mitchell. Le gâteau commandé spécialement par Cheryl S. Cookie. Bien qu'elles aient été apportées sur place, la plupart des tables sont restées vides. Les participants chuchotent en regardant leur smartphone. Les amis de ma belle-mère ont commencé à partir les uns après les autres. L'attitude paniquée de ma belle-mère. L'expression confuse de mon mari. Tout était partagé en temps réel sur les médias sociaux. Les personnalités locales influentes ont commencé à exprimer leurs regrets les unes après les autres. Autrefois, assister à la fête d'anniversaire de ma belle-mère était un symbole de statut dans cette ville. Aujourd'hui, cette présence est synonyme de risque social. Les gens disparaissaient en invoquant diverses excuses. Une atmosphère pesante régnait sur les lieux. Ma belle-mère consultait sans cesse son smartphone, incapable de cacher son anxiété. C'est alors que le révérend Michael Brown est apparu dans la salle. Debout au centre de la salle, il s'est exprimé calmement mais fermement. Madame Margaret Watson, vos actions contredisent les principes de notre Église. Je dois vous demander de cesser immédiatement cette fête dans ce bâtiment. À ces mots, Linda Davis, la présidente de l'Association des femmes, se lève. Les membres qui l'entourent se lèvent également à l'unisson.
L'association des femmes cessera toute activité avec vous à partir de maintenant. La salle était presque vide. Les décorations et les plats élaborés, le gâteau d'anniversaire qui n'a jamais été coupé, tout est resté là. Inutile. Ma belle-mère est restée bouche bée. Mon mari consultait son smartphone à plusieurs reprises, l'air perdu. Puis les cloches de l'église ont sonné 5 heures. Ce son semblait annoncer le début de leur effondrement social. Pendant ce temps, à la chapelle de l'hôpital, un petit service de prière avait commencé devant le corps de ma mère. Ses anciens élèves, ses collègues et les membres de l'association des parents d'élèves, des personnes qui avaient vu les messages sur les réseaux sociaux, se sont naturellement rassemblés. Des fleurs qui coulent dans la chapelle. Des mots de prière à la mémoire de ma mère. Et ma détermination. Tout le monde sentait que ce serait un nouveau départ. Le lendemain matin, le Columbus Dispatch a publié un grand titre en première page. Fête d'anniversaire après la mort d'une enseignante bien-aimée. Les actions d'une femme éminente choquent la communauté locale. L'article retraçait soigneusement les 30 années de carrière d'enseignante de ma mère et incluait les commentaires de nombreux anciens élèves et parents. Il se terminait par une critique acerbe des actes de ma belle-mère. À côté de l'article figurait une photo de ma mère, dont le doux sourire entouré d'enfants touchait le cœur des lecteurs. Les sanctions sociales à l'encontre de ma belle-mère ont commencé à une vitesse inimaginable. Tout d'abord, le conseil exécutif de l'Église méthodiste Grèce a tenu une réunion d'urgence. Il a décidé de révoquer son statut de membre senior. Et la lettre de recommandation de démission qui lui a été remise par le révérend Michael Brown indiquait: Notre Église valorise l'amour et la miséricorde par-dessus tout. Vos actions s'opposent directement à ces principes fondamentaux. Vint ensuite un avis d'expulsion de l'Ohio Charitable Association Fédération de l'association caritative de l'Ohio. Diverses organisations caritatives auxquelles ma belle-mère avait longtemps participé ont annoncé l'une après l'autre la rupture de leurs liens. Son nom a discrètement disparu du site web de chaque organisation. Et la position de mon mari à la banque s'est également rapidement détériorée. Les clients de la First Community Bank ont commencé à déposer des demandes de transfert d'agence les uns après les autres. La réaction a été particulièrement vive de la part des parents des anciens élèves de ma mère. Nous ne pouvons pas confier nos dépôts à une banque dont le directeur d'agence fait partie d'une famille aussi inhumaine. Des lettres anonymes sont arrivées au siège de la banque. Le supérieur de mon mari l'a sévèrement réprimandé. Os problèmes familiaux sont devenus un problème de crédibilité de la banque. Réglez ce problème. Fidèle à ses paroles, les soldes des dépôts diminuent chaque jour. Les performances de la succursale se sont effondrées. Mon mari a fini par être rétrogradé au rang d'employé ordinaire au siège. Un enseignant qui avait été le collègue de ma mère et qui vivait près de la maison de mon enfance a publié un article sur mon mari. Alors que Jane était hospitalisée, il ne lui a jamais rendu visite. Même lorsqu'il a appris que la mère de sa femme était dans un état critique, il a donné la priorité à son travail. Et elle s'est avéré que ce poste avait été obtenu grâce aux relations de sa mère. Le message s'est répandu instantanément, diminuant encore la place de mon mari au sein de la banque. Et la déchéance sociale de ma belle-mère a été encore plus dramatique. D'anciens amis ont cessé de répondre à ses appels. Les invitations à des fêtes et à des activités caritatives ont cessé. Et les gens détournaient délibérément le regard lorsqu'ils la croisaient au supermarché. Les propriétaires de boutiques haut de gamme ont commencé à refuser poliment sa clientèle. Nous sommes désolés, mais nous sommes actuellement en rupture de stock. Malheureusement, cet article est déjà réservé. Derrière les mots polis en apparence, un rejet froid était clairement indiqué. Les relations de voisinage se sont également rapidement refroidies. Personne ne la saluait lors de son jogging matinal. Même à l'église le dimanche, les sièges voisins restaient vides. Des critiques acerbes ont également été formulées par des membres de la famille. L'oncle de mon mari, cadre dans une grande entreprise locale, a envoyé une lettre annonçant la rupture des liens familiaux pour atteinte à l'honneur de la famille. Pendant ce temps, de nouveaux liens ont commencé à se tisser autour de moi. Les anciens élèves de ma mère ont commencé à se rendre régulièrement à la bibliothèque.
Ils m'ont proposé de soutenir mon programme de lecture d'histoire. L'un d'entre eux, qui était devenu illustrateur professionnel, proposait de merveilleux livres d'images pour les enfants. Les voix chaleureuses des habitants de la région m'ont également soutenu. Certains ont apporté de la nourriture à la bibliothèque, d'autres ont envoyé des lettres d'encouragement et d'autres encore ont discrètement fait don de livres. Chaque geste était comme un cadeau laissé par ma mère. John Smith, le directeur de la bibliothèque, m'a convoqué pour m'annoncer ma promotion au poste de responsable des services à l'enfance. Nous voulons confier l'avenir de nos enfants à quelqu'un qui a une volonté forte et un cœur tendre. Ces mots m'ont fait pleurer. J'ai senti que j'avais vraiment démontré l'importance du courage de faire ce qui est juste. Dont ma mère parlait toujours. L'attitude de ma belle-mère et de mon mari a également commencé à changer progressivement. D'abord défiante, ma belle-mère a commencé à s'effondrer au fur et à mesure que la réalité se rapprochait. Ses vêtements de marque ont été rangés et ses cheveux blonds teints ont commencé à laisser apparaître un gris proéminent. Mon mari a commencé à se réveiller de l'influence de sa mère et de ses faux pas sur son lieu de travail. Un soir, il m'a présenté ses excuses. J'aurais dû faire des choix différents à ce moment-là. Mais ces mots n'ont pas touché mon cœur. Il était trop tard. Ma détermination à suivre un nouveau chemin de vie s'était consolidée. Je voulais désormais protéger par mes propres forces le sens de la justice et de la compassion que j'avais appris de ma mère. Lorsque j'ai signé le bail de mon nouvel appartement, trouvé par l'intermédiaire du centre local d'aide aux femmes, ma main n'a pas tremblé. Il était temps de faire un nouveau pas en avant. En portant les enseignements de ma mère dans mon cœur. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour. La banlieue de Columbus changeait de saison, passant de l'automne à l'hiver. À travers les fenêtres de la bibliothèque, je pouvais voir les dernières feuilles d'automne danser le long de la rue bordée d'arbres. En tant que responsable des services à l'enfance, je venais de terminer la rédaction d'une proposition pour un nouveau programme destiné aux enfants. Ma belle-mère et son mari ont été contraints de quitter l'Ohio 2 mois après l'incident. Ils se sont installés dans une petite ville du Massachusetts, pensant que personne ne les connaîtrait. Le jour du déménagement, l'apparence de ma belle-mère avait complètement changé. Elle avait vendu ses vêtements de marque et ses bijoux coûteux, adoptant une apparence ordinaire. Ses cheveux, autrefois blonds, étaient redevenus grisonnants et son visage, sans maquillage, paraissait plus vieux que son âge réel. Émilie, avant de charger le dernier carton dans le camion, ma belle-mère m'a appelé. Sa voix n'avait plus rien de l'arrogance d'antan. Ce jour-là, j'ai commis une erreur impardonnable. Je n'ai pas écouté le reste. J'ai tourné le dos en silence et je suis allé travailler à la bibliothèque. Je n'ai pas eu envie de me retourner. Mon mari a démissionné de la banque. J'ai appris qu'il vivait désormais avec sa mère et travaillait dans une petite agence d'assurance du Massachusetts. Il n'y a aucune trace de l'ancien directeur de la succursale à son sujet. Lorsque j'ai signé les papiers du divorce récemment, j'ai reçu un message de sa part. Je suis sincèrement désolée. Ces excuses d'une ligne ont marqué la fin de nos 5 années de mariage. À l'église méthodiste Grèce, un nouveau membre senior a été élu pour remplacer ma belle-mère. Étonnamment, il s'agissait d'une ancienne élève de ma mère. Elle a considérablement réformé les activités de service communautaire de l'église, en veillant à ce qu'une aide plus substantielle parvienne aux personnes dans le besoin. C'est ce que Madame Jane aurait fait, a-t-elle dit, en utilisant ce principe pour guider ses activités. Ma nouvelle vie a commencé à s'inscrire dans le sillage de l'héritage de ma mère. L'heure du conte de la bibliothèque est devenue encore plus populaire qu'auparavant. Les anciens élèves de ma mère ont commencé à amener leurs propres enfants. Des rumeurs se sont répandues sur l'heure du conte avec l'enseignante qui est la fille de l'enseignante de notre grande-mère. Récemment, mon exposition spéciale Remembering Our Teacher a été bien accueillie. Elle présentait des photos des collègues enseignants de ma mère, des messages d'anciens élèves et des archives d'anciens événements scolaires. Ces objets ont permis de tisser des liens entre les générations. Mon nouvel appartement se trouve à 10 minutes à pied de la bibliothèque. Bien que petite, la pièce est confortable et baignée d'une lumière chaude. L'étagère contient les livres préférés de ma mère et les murs sont décorés de photos des enfants. Ma vie a changé radicalement au cours de ces 6 mois.
Mais ce n'est pas un changement que je regrette. Au contraire, j'ai le sentiment d'avoir trouvé le chemin que je devais emprunter. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de la mort de ma mère. Depuis le matin, les gens se rassemblent au cimetière du Mont-Carmel. D'anciens élèves, des collègues, des membres de l'association des parents d'élèves, des personnes qu'elle a rencontrées au cours de ses 30 ans de carrière d'enseignante, viennent lui rendre visite avec leurs propres souvenirs. Des fleurs fraîches sont continuellement déposées sur la pierre tombale en marbre blanc. Des chrysanthèmes, des roses et des gerberas, les fleurs préférées de ma mère. Les fleurs colorées ajoutent une touche printanière au cimetière à l'approche de l'hiver. C'est grâce à Madame Jane que j'ai décidé de devenir enseignante. Si elle n'avait pas fait cette visite à domicile, mon fils serait resté absent de l'école. Je me souviens encore du cadeau de Noël qu'elle m'a offert en secret. Les souvenirs de chacun font revivre la gentillesse de ma mère. Marie a prononcé un petit discours sur la tombe. Jane nous a enseigné le courage de faire ce qui est juste. Et aujourd'hui, cet enseignement se perpétue à travers sa fille, Émilie. J'ai essuyé mes larmes et j'ai regardé le ciel. Des petits nuages flottaient dans le ciel bleu clair de l'hiver. Quelque part, des cloches sonnaient, annonçant le début d'une nouvelle journée. Ce que ma mère m'a appris, ce n'est pas le statut ou l'honneur, mais l'importance des liens sincères avec les gens. Non pas les apparences ou les faux semblants, mais la justice et la compassion. Aujourd'hui, j'emprunte un nouveau chemin, portant ces enseignements dans mon cœur. Je veux transmettre aux enfants que je rencontre à la bibliothèque la même lumière chaleureuse que ma mère m'a donnée. En déposant le dernier gerbera sur sa tombe, j'ai fait un vœu. De continuer à transmettre l'amour et le courage que ma mère a laissé derrière elle.